Bonjour professeur Philippe Parola. Bonjour. Vous êtes chef du service maladies infectieuses à l'IHU de Marseille. Je le disais, considéré comme le bras droit du professeur Didier Raoult. Merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que vous allez aujourd'hui, ce matin, continuer à administrer de l'hydroxychloroquine à vos patients? Oui, écoutez, l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine fait partie du traitement précoce que nous utilisons chez nos patients. Nous ne faisons pas de recommandations, mais nous partageons nos expériences. Alors effectivement, oui, tant que j'ai le médicament et vous venez de préciser les différents aspects administratifs mais qui sont d'importance, qui pourraient être des facteurs bloquants. La recommandation temporaire d'utilisation aurait permis au laboratoire de surveiller cette prescription à grande échelle. Si jamais nous n'avons plus de médicaments, bien entendu, je ne pourrai plus en prescrire. Donc, nous sommes en discussion avec le laboratoire Sanofi. Il nous a dit être en discussion avec les autorités sanitaires du pays. Mais à la fin, je ne suis pas magicien. Donc, si je n'ai plus de médicaments, eh bien, je ferai avec. J'ai travaillé dans des pays en voie de développement où, pour d'autres raisons, où nous pouvions manquer de médicaments. Eh bien, on s'adapte. Si c'était le cas, bien sûr, j'informerai mes patients. Je leur dirai pourquoi. Et dans d'autres interviews, je pourrais vous expliquer à nouveau pourquoi nous utilisons l'association hydroxychloroquine azithromycine et je le consignerai dans leur dossier médical car c'est mon devoir. Mais donc ce que dit l'agence du médicament ne vous intéresse pas? C'est pas que ça m'intéresse pas, vous savez, chacun prend ses responsabilités en fonction de son degré d'expertise, de son expérience, que ce soit en termes de recherche ou dans un domaine particulier. Concernant la maladie Covid, les traitements et le suivi, vous savez, nous avons ici soigné, traité plus de 6000 patients. Nous avons une expérience unique car nous sommes adossés à un laboratoire qui nous a permis de suivre l'épidémie et donc nous prenons nos responsabilités. Si de notre côté, on nous empêche de travailler parce que la pharmacie n'est plus approvisionnée par les médicaments, Oui. je ne pourrais pas faire mieux. De toute façon, c'est le maximum que je peux pour mes patients, en l'état des connaissances que j'ai. Et je ne vais pas faire ici le procès du degré d'expertise ou de connaissance de la littérature des gens qui ont pris cette décision à la NSM. Jamais je ne vais pas commencer à le faire. Sachez simplement Non mais que dites les choses concrètement parce que sinon on ne comprend pas très bien. Donc vous considérez que l'agence du médicament n'est pas compétente? Non, non, là, c'est des raccourcis que vous faites. Encore une fois, je ne connais pas leur méthodologie de travail. Je ne sais pas s'ils prennent cette décision sous pression, D'accord. par leur opinion. Est-ce Mais qu'ils ont réellement travaillé la littérature? Et je vous donne un autre exemple. oui. À côté de cela, nous avons reçu, tous les hôpitaux de France, et je crois que ça a fuité sur Internet, a reçu une directive comme quoi un autre médicament, le remdesivir, était disponible et gratuit pour les hôpitaux, alors qu'il est toxique et que son efficacité, toxique pour le rein, et que son efficacité n'est pas prouvée. Donc, c'est peut-être une coïncidence. Encore une fois, vous savez, moi, je prends acte. Je suis un soignant, je fais ce que je peux pour le patient. Si j'ai plus de médicaments, j'en ai plus. Hmm. Mais quand même, l'agence du médicament dit que ça devra se faire au cas par cas. Donc, c'est-à-dire que concrètement, vous avez encore la possibilité de le faire, mais en informant le patient des risques encourus, du non-remboursement de ce produit, et avec la mention hors AMM, autorisation de mise sur le marché, sur l'ordonnance. Ça fait quand même beaucoup de mise en garde. Vous ne Alors, ça, remettez pas une seconde en question, pardon, je finis juste ma question, vous ne remettez pas une seconde en question l'efficacité de l'hydroxychloroquine compte tenu de cette nouvelle étape? Non, votre collaboratrice, elle a bien expliqué, il y a une différence entre prescrire un médicament en dehors de son autorisation de mise sur le marché, qui est le cas de 20% des médicaments qui sont prescrits en France, et de ce fameux RTU, recommandation temporaire d'utilisation, que nous avions demandé à la NSM. Ce RTU aurait permettre, dans le contexte que vous évoquez, d'une certaine méfiance d'une partie des autorités, de surveiller un peu mieux par le laboratoire les patients que nous avons traités. Donc c'est un refus de ça, c'est pas un refus de prescription. Nous pouvons le prescrire. Encore une fois, si notre pharmacie n'est pas prête, on ne pourra pas faire mieux. Voilà, je prends acte. Ensuite, concernant le traitement, vous parlez de non-efficacité. Non, nous avons eu le conseil scientifique de l'IHU la semaine dernière avec des comités internationaux africaines. Il y en a.
et qui sont venus expliquer la faible mortalité dans leur pays, peut-être en lien avec la large prescription de l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine. Donc tout ça, c'est un débat, vous savez, qui est scientifique, il faudra un petit peu de recul. Moi, je vous réponds sur, effectivement, si jamais si vous le voulez bien, que la pharmacie n'est pas approvisionnée, eh bien, je le consignerai dans le dossier médical et je ferai avec. Au-delà du débat technique, vous avez raison, dans lequel on ne peut pas forcément entrer très précisément, mais au-delà de ça, il y a un contexte. C'est qu'aujourd'hui, ressortent les déclarations du professeur Raoult sur la deuxième vague. Ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines que le professeur Raoult est contesté parce qu'il avait dit qu'il n'y aurait pas de deuxième vague. Et nous sommes aujourd'hui au cœur de cette deuxième vague. Donc, ça fait beaucoup. Non, alors, pour reprendre les choses, et je le dis à vos confrères, je ne vais pas faire l'exégèse des propos partiels ou rapportés de Didier Raoult. Le concept de deuxième vague n'existe pas en maladie infectieuse. C'est la saisonnalité, et nous avons toujours dit, et j'ai toujours dit, que la saisonnalité de ce coronavirus était inconnue. Il s'est arrêté au mois de juin-juillet, ça reprend. Nous avons ici des informations qui montrent qu'il y a une variabilité de ce virus, et nous verrons si cela peut expliquer des choses ou pas. Et nous assistons à deux choses, vous l'avez constaté. D'une part, le virus circule et circule beaucoup. Ici, puisque nous testons depuis le début, nous pouvons comparer les choses. Et nous avons 10 à 15% des patients qui viennent se faire tester qui sont positifs. Très bien, le virus circule. Mais à côté de cela, la mortalité reste faible et malgré le catastrophisme médiatique, les taux d'hospitalisation, s'ils augmentent, restent tout à fait pris en charge par les hôpitaux, en tout cas dans ce que je vois moi. Les 75 lits de l'IHU sont remplis de maladies infectieuses, là de Covid, de patients âgés, voire très âgés et très fragiles, et nous faisons le maximum pour eux, tant que nous pouvons le faire, bien entendu. Et globalement, dans un hôpital d'assistance publique de Marseille, qui a 2700 lits et où la vie continue. Alors bien sûr, un certain nombre d'actes vont être déprogrammés, mais ça fait partie de la gestion des autorités. Et la capacité de faire l'accordéon en catapulte, c'est important. Mais il ne faut pas que vous confondiez. Et encore une fois, ça se voit beaucoup dans les médias, pas spécialement vous. Globalement, le nombre de cas, c'est-à-dire le virus circule, bien sûr. Et ses conséquences, c'est-à-dire est-ce que la mortalité est catastrophique, est-ce que les hôpitaux sont impactés? Je vous écoute. Oui, pardon, j'entends votre discours aujourd'hui et j'entends vos nuances. Et j'entends, et elles me paraissent tout à fait respectables. Mais pour être très honnête, il n'y avait pas de nuances. Fin avril, lorsqu'Apolline de Malherbe rencontre le professeur Didier Raoult, ça dure 20 secondes. Écoutez, il n'y a pas de nuance, écoutez bien. C'est une fantaisie, l'idée d'une seconde vague. Non, mais on peut tout imaginer, on peut avoir de l'imagination surtout, mais c'est de la science-fiction. Donc on peut penser ça, on peut penser le contraire. Moi, je veux pas avoir des opinions sur des choses. Vous n'avez pas d'opinion sur l'idée d'une seconde vague? J'ai l'opinion que si vous voulez des infections respiratoires dans lesquelles il y a des secondes vagues, il n'y en a pas. Donc je ne vois pas pourquoi il y en aurait pour celle-là, quoi. Non, les gens font un peu un fantasme sur la grippe espagnole. Donc. Bon, c'est sans appel. Quand on entend ça, on se dit... Je suis désolé, malheureusement, et j'évite pas jamais les questions. Vous savez que je suis en FaceTime et je n'ai pas entendu. Donc absolument. Alors, d'un mot. Alors, vous avez raison, pardon. Effectivement, vous êtes en FaceTime, donc vous n'avez pas forcément entendu. Mais en gros, ce que dit le professeur Raoult ce jour-là, 30 avril, sur BFM TV, c'est de la science-fiction et il n'y a jamais de deuxième vague pour ce genre d'épidémie. Bon. Ça tranche avec ce que vous me dites ce matin. Encore une fois, je méfie toujours des propos rapportés ou partiels. Ce que je peux vous dire, c'est que les infections respiratoires, parce qu'il me semble avoir entendu ça, sont la moitié des motifs d'hospitalisation de nos services l'hiver. Donc, ça ne change pas grand-chose. Bien sûr, là, il y a un nombre qui est plus important. Les réanimations l'hiver sont remplies. D'ailleurs, vous pouvez reprendre les déclarations de mes collègues qui, à juste titre, alertent les autorités sur les capacités des hôpitaux à pouvoir accueillir des malades. Mais là, on revient à un problème qui est structurel et qui relève des autorités. Et ce que je sais, c'est qu'actuellement, un des enjeux, c'est de faire l'accordéon s'il était besoin d'accueillir plus de patients. Mais les infections respiratoires fébriles sont une des causes les plus fréquentes de mortalité dans le pays, et notamment chez les personnes fragiles et très âgées. Voilà, ça c'est un fait. Et on verra si oui ou non il y a eu cette année, et ici sur 3 ans, plus de morts à Covid. Nous verrons bien en fonction des régions.
Le tout pour l'instant, c'est de pouvoir être en mesure de les soigner. Ça, c'est mon métier, en tout cas, si on ne m'empêche pas de le faire. Et d'adapter les structures aussi bien des hôpitaux, hospitalisation conventionnelle et des réanimations. Pour l'instant, les réanimations sur Marseille, c'est à peu près un tiers, un quart des patients par le Covid. Écoutez, merci beaucoup, professeur Parola. Et j'ai noté donc que vous attendez maintenant les décisions de Sanofi pour savoir si vous allez pouvoir continuer à administrer donc je ne sais pas si c'est Sanofi, si c'est le ministère de la Santé. Vous savez, ces jeux de rôle ou qui fait quoi, je ne m'en occupe pas. Moi, à un moment donné, j'aurai ou plus de médicaments. Je le consignerai dans le dossier médical. J'aurai fait mon métier et j'essaierai de bien dormir avec ça. Merci beaucoup, professeur Parola. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin en direct sur BFM TV. Merci. 9h45. On va évoquer maintenant...